Bonjour à tous, bienvenue les Instants Codeurs pour ce nouveau live, le 5e live de notre chaîne. Donc, qu'est-ce qu'on va parler dans ce live? On va parler notamment comment poser des tests du code Legacy. Dans ce live, on va parler notamment comment poser des tests. Et du coup, Vas-y, Mathieu. nous avons aujourd'hui Fabien qui était Et tout le monde. déjà présent justement dans nos anciens lives. Mais nous avons deux nouvelles personnes. Nous avons Alexandre. Hello. Et Sébastien Rocasera. Bonjour tout le monde. Merci à vous d'assister à ce live. Étant donné qu'on a des nouveaux, j'aimerais bien qu'Alexandre se présente. Pour la tradition. Pour la tradition. Ok, pas de souci. Alors moi, mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS SEO dans le développement, puis j'ai enchaîné avec une licence en alternance, toujours dans le développement. Après, j'ai fait 1 an dans une boîte, c'était plutôt bien passé, et après j'ai changé, je voulais reprendre mes études, mais ça s'est pas fait. Et après, j'ai rejoint Octo Technologies, du coup en septembre 2020. Voilà pour mon parcours. Et du coup, Cool, sur Octo, tu as fait quoi comme mission intéressante? Qu'est-ce que tu as fait chez Octo depuis septembre 2020? Alors, j'ai bossé sur le projet interne Octopod, qui gère tous nos pointages par rapport au staffing, genre de choses, et qui gère pas mal d'autres choses. Et là, je suis actuellement en mission sur Île-de-France, le portail Île-de-France Mobilité. Du coup, le portail où il y avait toutes les actualités, les recherches d'itinéraires sur les transports en commun en fait, de la région Île-de-France. Top. Ça marche. Merci, Alex. Donc, on va poser la même question à notre ami Sébastien Rocasera, notre guest d'aujourd'hui. Yes, alors moi je suis programmeur depuis un petit moment, je sais pas, vers 2020 quoi. Un ancien. Des fois je dis que j'ai inventé le bug de l'an 2000, mais c'est pas vrai. Ah, c'était toi. Ouais, depuis l'an 2000 quoi. Et quoi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait un peu des systèmes de cartographie d'information, c'était assez rigolo. J'ai fait un peu de jeux vidéo, des jeux en réseau sur PC, c'était assez marrant aussi. Cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des systèmes de gestion d'énergie, enfin vraiment des sites web, des sites web avec des bases de données, des choses d'informatique de gestion un peu classiques, quoi. Et puis je suis consultant chez Octo Technologies depuis 2015 maintenant, et j'ai continué à faire tout un tas de choses assez différentes. Voilà. Moi j'aime bien programmer, c'est vraiment un truc voilà, qui me passionne. Et notamment tout ce qui est un peu écrire des tests. Voilà, j'aime bien tout ce qui est tests automatisés, tout ce qui est voilà, on aura l'occasion de le voir un petit peu. Ça tombe bien, nous aussi on aime bien faire des tests, écrire des tests. Ça marche. D'ailleurs, tu as dit que tu avais fait des jeux vidéo, c'est ça? Ouais. Alors 2006 par là. D'accord. Et c'était quoi le jeu, ou je sais pas si tu as le droit de le dire, ou est-ce que... Ah oui, non, c'était un jeu. Alors on faisait un jeu en réseau avec plein de sports qui s'appelait Empire of Sport. Donc il y avait du bobsleigh. Alors ça fait un tout petit peu de bruit à l'époque, mais c'était il y a longtemps. Sur PC? Sur PC, ouais. PC en réseau, donc que du multijoueur, que du PVP. Mais avec plein de sports, donc c'était assez compliqué parce qu'il fallait pouvoir faire du tennis, il fallait pouvoir faire du foot, il fallait pouvoir faire du bobsleigh, du basket. Et il y avait un hub central, c'était assez rigolo. D'ailleurs, j'ai d'anciens collègues chez F4, beaucoup, s'il y a des gens qui nous regardent. C'était un moment sympa. Pourquoi tu n'as pas continué dans ce... J'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de voir autre chose. Moi, c'est vrai que je suis pas mal passionné de jeux vidéo, mais
Finalement, aujourd'hui, c'est devenu des vieux jeux et puis je suis très content de l'avoir fait et j'avais envie de voir autre chose aussi. Voilà, et je peux continuer à jouer. C'est pas parce qu'on développe plus de jeux vidéo qu'on ne joue plus. Ah bah non, heureusement. Donc voilà, c'est très content de l'avoir fait. Et puis, je suis passé à d'autres choses intéressantes aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que la programmation des jeux vidéo est plus difficile que la programmation de sites internet ou c'est kiff-kiff ou... Je saurais pas dire. Il y a des différences, c'est sûr. Oui, bah. Il y a des différences. Alors, ça a beaucoup changé probablement aussi depuis, hein, parce que moi, j'ai arrêté vers 2011, donc 2006 à 2011, donc là, ça fait plus de 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça a dû pas mal changer, mais de toute façon, faire un site web correctement, c'est déjà compliqué. Donc, faire un jeu vidéo correctement, c'est compliqué aussi. Enfin, bon, c'est d'autres difficultés. Ouais. Une des grosses différences, par exemple, c'est que ce que j'ai observé, c'est que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup d'outillage interne. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans le jeu, on va aussi intégrer des petits débugages c'est assez créatif comme façon de faire. Donc on va, par exemple, si on se fait une GUI, on va intégrer des outils de débugage de GUI, on va intégrer tout un tas par exemple, de cheat codes ou de trucs comme ça. Et ça va être à l'intérieur du jeu. Donc c'est assez rigolo, c'est des outils de feedback qu'on n'utilise pas beaucoup dans d'autres secteurs, à ma connaissance. Mais la notion de feedback, hein, c'est hyper intéressant. Donc toujours du feedback, mais différent. Donc est-ce que c'est plus dur? Je ne sais pas. Et du coup, ces outils de feedback, est-ce que dans les jeux vidéo, est-ce que tu mettez en place des tests unitaires, des différents niveaux de tests, à part ces outils de debug que tu mettais en place? Alors, on en faisait un petit peu, mais pas beaucoup. Moi, j'ai appris à faire des tests unitaires 2009, 2010, 2011. Donc, c'est vers la fin du moment où je faisais des jeux vidéo. Donc, c'était pas... je pense qu'il n'y a rien qui pêche, mais nous, on n'en faisait pas. Pas beaucoup. Il y avait des tests automatisés, mais qui n'étaient pas forcément... On n'était pas en TDD. On n'écrivait pas le test en premier. Ouais. Mais rien n'empêche, hein, je pense. Et c'est marrant parce que souvent, quand on parle de choses comme TDD ou écrire des tests, la première réponse qu'on a dans beaucoup de secteurs, quel que soit le secteur, c'est « Ah oui, mais dans notre secteur, on ne peut pas. » Et quel que soit le secteur, en fait. Et très, très souvent, je ne vais pas dire tout le temps, parce que je ne sais pas, mais très, très souvent, on y arrive. Hein. C'est vrai que moi, pareil, j'avais ma copine justement qui travaille dans le service financier, qui fait des programmes en Excel, et elle me dit mais c'est pas possible de mettre en place des tests unitaires, etc. Et du coup, je me pose la question vraiment, est-ce que vraiment il y a des cas où c'est vraiment pas possible de mettre en place des tests, alors que pourtant tout le monde, pourtant elle programme, elle fait des programmes, etc. Enfin, je me pose la question par rapport à ça en fait. Je ne saurais pas répondre. Hein. Je sais qu'à chaque fois qu'on a essayé, on y a réussi, quoi. Mais alors Excel, je ne sais pas, peut-être. Après, ça dépend aussi il y a des secteurs où on a déjà un feedback extrêmement rapide et on a déjà un niveau d'automatisation qui est suffisant. La question que je me pose, c'est d'abord, est-ce que j'arrive à avoir du feedback très rapidement? Le plus important pour toi, c'est vraiment d'avoir le feedback, un feedback assez rapidement, peu importe la manière que tu aies de le faire. Alors, oui, ça va dépendre, mais pas que parce qu'il y a, je disais, du feedback sur ce que je suis en train de faire, mais il y a un truc assez marrant, c'est que dans notre métier, il y a une grosse partie dont on ne parle pas beaucoup, c'est ne pas casser l'existant. Donc, il y a le feedback, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. J'ai besoin aussi du feedback sur, ouais, mais je suis en train d'ajouter une fonctionnalité, mais il y en a déjà 300, j'en sais rien. Et comment je sais que je ne les ai pas cassés? Donc, ouais, alors, pour préciser un petit peu ce que je disais, si l'outil sur lequel je suis en train de travailler, s'il n'y a que 2-3 fonctionnalités, c'est assez rapide d'avoir du feedback, c'est ce que j'ai rien cassé. Mais je ne connais pas d'autres outils que l'automatisation des tests pour avoir du feedback sur un outil où il y a 300 fonctionnalités. Est-ce que j'ai rien cassé? J'appuie sur un bouton, pouf, je le sais. Et c'est une grosse partie du métier, hein. Ne pas casser l'existant, on n'y pense pas toujours. Ça marche. Cool, merci pour ces réponses.
Et est-ce que tu développes encore des jeux vidéo dans ton temps perso? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps En perso, basique. Ouais, généralement? alors des jeux, je sais pas si on peut appeler ça des jeux, mais je continue à développer des trucs visuels où il y a des sons et où je peux piloter avec un gamepad ou des flèches, bref, WSD ou quoi que ce soit. Et, ouais, donc j'utilise beaucoup Pico 8 en ce moment. Je sais pas si tu connaissais. C'est une petite console fantasy dans lequel il y a un éditeur de sprite, il y a un éditeur de son et on peut coder ça en Lua. Donc c'est très rigolo. Et c'est pareil, c'est un outil où on a un feedback très rapide. Je fais un sprite, je l'affiche, hop. Un peu ce qu'on pouvait faire, alors même encore plus rapide, je pense, que ce qu'on pouvait faire avec un Amstrad ou un Commodore 64 il y a des années. C'est à peu C'est près des du vieilles niveau, machines. je pense que... Tout le Ouais, monde c'est ne doit des... pas connaître ça. C'est des vieilles machines, mais j'ai parlé de celle-là parce que ça fait Elles sont partie des connues. dernières machines où, quand je démarre mon ordinateur, instantanément, j'ai une ligne de commande où je peux taper Run et je peux changer la couleur de fond, je peux faire des pics et des pocs, et j'ai un feedback visuel tout de suite sur j'ai changé la couleur de fond. Je fais un petit programme, c'est un labyrinthe en basique. Si on allume un Commodore 64, je l'allume, je tape une ligne de code, j'appuie sur Entrée, et j'ai un petit labyrinthe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec des slash et des anti-slash, hein, random, tac, 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 et hop. Donc ouais, c'est après faire ça sur un 286, c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, aujourd'hui, si j'ouvre mon laptop et que je veux écrire un bout de code, il faut que je lance Firefox et la console du navigateur, et c'est un peu plus bon, bref, un peu plus compliqué. Ça évolue. Ouais. Mais ouais, je Bah, continue et ça me fait toujours rigoler. Bon, c'est pas des jeux, mais c'est des petits trucs amusants, ouais. ça marche. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. N'oubliez pas le chat, vous avez le droit aussi de poser des questions à Sébastien ou à Letsan si vous en avez. Donc profitez-en, c'est votre moment. Bah, je pense qu'on peut commencer le Et sujet, sinon, le kata, si ça exactement. vous va. Kata. Alors du Ouais, coup, mais- aujourd'hui, vas-y, je t'en prie. Sébastien va nous présenter, va plutôt faire un kata avec nous sur le thème comment poser des tests sur du code legacy. Donc je laisse à Sébastien nous présenter tout ça et on va voir ça ensemble. Yes, merci. Alors, je sais pas si on voit mon écran déjà ou c'est pas forcément. Alors, on l'a pas dit, mais Dorian est là, mais vous le voyez pas, mais il est là derrière, au fourneau, et c'est lui qui gère la machinerie. Ouais. Yes. Donc, on va travailler sur le kata trip service. C'est un kata, comme tu as dit, Mathieu, de refactoring. On va de code legacy et plutôt code legacy, c'est-à-dire que on va poser des tests sur du code qui n'est pas testé. Donc, il y a des outils pour ça, il y a des petites techniques. C'est rien de compliqué, ce qu'on va voir. Mais c'est bien de les connaître. Donc, kata, c'est bien pour entraîner. C'est ce que je vais proposer là maintenant. Voilà, j'aime bien partir du fonctionnel. Trip service. L'idée, c'est donc service de voyage, hein, traduction en français. On est en train on a du code legacy, donc du code dont on hérite. C'est pas forcément nous qui l'avons écrit, ou alors c'est nous, mais il y a très longtemps, ou alors c'est nous hier, mais on s'en souvient plus. Ça arrive des fois. Et donc c'est du code legacy, du code je le comprends plus bien, ou je l'ai jamais compris, enfin, où je viens de le découvrir. J'emploie là pour cette heure ou un peu plus qu'on va passer, je l'emploie dans ce sens, le mot legacy. C'est du code dont j'ai hérité. Et ce que fait ce code, et là où on va travailler, c'est une fonction dont le but, c'est de lister les voyages de mes amis. C'est un genre de réseau social de voyage. Donc moi, je fais plein de voyages. Mes amis font des voyages. Et on a deux règles métier assez simples qui sont... donc je ne comprends pas le code, mais je connais un peu le métier, c'est-à-dire je sais à quoi ça sert. Parce que je peux
je peux utiliser le produit. Hein. Donc, c'est un peu un réseau social où je peux voir les voyages de mes amis. Je ne peux pas voir les voyages de gens qui ne sont pas mes amis, avec qui je ne suis pas connecté. Voilà. Et il n'y a que moi qui peux voir, et mes amis qui peuvent voir mes voyages. Donc, il y a deux choses. Il y a moi qui me suis connecté, mes amis, et puis les voyages qu'ils ont fait. Donc, voilà. Ça, c'est la petite fonctionnalité qu'on va regarder, c'est ce qui permet de voir les voyages de mes amis, de la personne qui est connectée. Donc, un peu plus général. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Yes. Ça Ouais, marche. ouais. Est-ce que ça tu me peux parle. préciser le langage que tu vas utiliser? Oui, je vais le faire en Java. Ça Ok. pourrait être plein d'autres langages. Moi, j'aime bien type parce que ça me permet d'utiliser l'IDE pour faire des changements assez, ce qui est assez utile quand on est sur du code legacy. Donc, on va avoir des contraintes. Là, on va se poser des contraintes, c'est de surtout pas changer l'interface, par exemple. Et donc, on ne va pas rajouter de paramètres, on ne va pas changer de signature. Et du coup, au début, on n'a pas de test. Donc, on fait des changements, on n'a pas de test. C'est toujours l'œuf ou la poule. Hein. Dans ce cas-là, c'est si je veux changer du code, j'aimerais bien avoir des tests, mais pour écrire des tests, il faut peut-être que je change du code, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans ce cas-là, l'IDE et donc un langage typé, ça va être très pratique pour faire des refactoring un peu automatisés dans la première phase, qui va permettre de prendre moins de risques dans cette phase-là qui est un peu délicate toujours. Est-ce que du code legacy, c'est aussi du code endetté, de l'endettement? Parce que généralement, Ça j'entends peut. souvent aussi le endetté. Ouais, alors moi j'ai une notion d'endettement qui est de dire c'est un peu comme, je ne sais pas si vous voyez le lapin canard. C'est une image qui circule pas mal en ce moment. C'est une forme. Le Si on la lapin regarde d'une canard, certaine non? façon, c'est un lapin, et Hmm, si on la regarde d'une autre façon, on voit un canard. D'accord. Euh, D'accord. je pourrais le dessiner là, ce serait rigolo. Mais on fera ça. Mais du coup, oui, la dette, c'est souvent elle est dans mon cerveau. C'est-à-dire que oui, il y a des critères un peu objectifs de dire, évidemment, s'il y a une espèce globale et des variables globales partout, oui, forcément, on pourrait être tous d'accord sur le fait qu'il y a de la dette. Mais ouais, du code endetté, je sais pas bien répondre à cette question parce que moi j'aime bien dire, ça dépend pour qui, pour quelle équipe. Pour l'équipe qui l'a écrit, peut-être que c'est le code parfait. Hein. Mais pour moi qui le découvre, on va dire que oui, c'est un peu endetté dans le sens où j'ai un peu du mal à le comprendre. Et donc je vais avoir un biais, hein, là, tout de suite et tout le temps, et quasiment tout le monde. Code que je ne comprends pas bien, je vais préférer le réécrire que le lire. C'est-à-dire qu'on a un biais à l'écriture. Donc je vais essayer de ne pas suivre ce biais. Donc je vais d'abord Et essayer de comprendre justement, ce code. ouais, et justement, pour J'essaie de le comprendre ce lire code, correctement. Ouais. comment fais-tu? Est-ce que tu Alors, as une manière de faire pour comprendre ce code? Ouais, des petits tips. ouais. Alors, c'est marrant. Il y a. Ouais, je A me priori, nourris tu de vos connais le questions, hein, fonctionnement. donc c'est Tu me l'as super. dit avant. Allez-y, ouais, tu disais, Fabien? Je disais, a priori, tu connais le fonctionnel parce que tu nous l'as dit avant. Donc, Oui. a priori, tu comprends. Alors, peut-être que tu as juste le fonctionnel, mais après, est-ce que tu peux le relier au code? Peut-être ça aussi la difficulté, quoi. Voilà. Et je connais le fonctionnel, mais j'aurais peut-être des surprises entre ce que j'imagine et ce que fait le code. Ça arrive des fois. Donc, comment je le comprends? Alors, moi, j'ai une compréhension très itérative. C'est-à-dire que je ne vais pas plisser des yeux très longtemps et me dire, ça y est, au bout d'une semaine, j'ai enfin tout compris et je peux maintenant commencer à travailler. Je vais vraiment essayer de comprendre de manière progressive. Et alors, il y a plusieurs façons vraiment du code legacy. Il y a une théorie qui dit, en fait, de toute façon, comme on ne comprend rien, donc on pourrait commencer n'importe où. Et en fait, les tests vont m'aider. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce code n'est pas testé. Donc moi, j'ai un objectif, c'est de le comprendre, mais j'ai aussi un objectif, c'est de rajouter des tests. Et les deux, ça marche, ça se renforce. C'est-à-dire que si je rajoute un test, je vais le comprendre un peu mieux. Si je le comprends un peu mieux, je vais pouvoir rajouter d'autres tests. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avancer en crémaillère comme ça. Je sais pas si cette notion de crémaillère, ça vous parle. C'est un truc où vraiment je peux aller dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que vraiment, je vais progresser et à chaque fois que je rajoute un test, j'ai un cran supplémentaire. Ça répond à ta question. C'est un peu abstrait, mais je propose qu'on commence un petit peu. Donc là, vous voyez l'écran, c'est bon? Oui, Oui. c'est bon, tout à vas-y. fait. Top.
Donc, la première réponse, c'est puisqu'on ne comprend rien, on pourrait commencer n'importe où. Et une deuxième réponse, je disais tout à l'heure, il y a deux réponses, c'est ce que propose Sandro Mancuso plusieurs fois, et c'est de dire, il y a deux mouvements. Il y a d'abord, je vais rajouter des tests, et une fois que c'est un peu testé, je vais peut-être refactoriser. Ce premier mouvement, pour rajouter des tests, et qui est vraiment dans l'idée de la compréhension, il va se faire, donc ce que propose Sandro Mancuso, et c'est ce que je vais faire là, ce qu'on va faire, on va le faire de ce pas, mais c'est de commencer par les branches les moins profondes. Donc là, par exemple, si je regarde tout ce code que je ne comprends pas en détail, autre ce que j'ai dit fonctionnellement tout à l'heure, j'ai pas besoin de tout comprendre. Là, je vois que là, j'ai un if, et j'ai un gros bloc là, pouf. Là, j'ai un else avec un tout petit bloc. Bon. Et je vois que dans ce if, on rentre à plusieurs niveaux de profondeur. Mais moi, ce que je me dis, c'est que dans ce que propose Mancuso, c'est qu'on va commencer par tester par les branches peu profondes, donc celle-ci, et ensuite pour aller s'intéresser aux branches un peu plus profondes progressivement. Donc c'est ça qu'on va faire. Et donc c'est pas, donc la réponse, elle n'est pas vraiment, je vais comprendre le code. Hein. La réponse, elle est vraiment, on pourrait là garder un peu tout flou, avec des lunettes floues, et en fait, on saurait où commencer juste en regardant la profondeur. Ça veut dire que tu vas pas savoir poser l'intention de ton codeur, de ton test, pardon. On va voir. Des fois, oui. C'est-à-dire, je m'interdis pas. Si je comprends, je m'interdis pas d'y aller. Hein. Si c'est un peu flou, on verra. Peut-être que ouais, il y aura une phase où on va déjà voir ce que ça fait, quoi. C'est parti. Je propose de lancer un petit test. Ouais, ça marche. Alors, donc j'ai le code là. Donc tout ça, c'est prêt. Il y a un repo. Je pense qu'on pourra mettre des liens. Il y a un repository. On peut récupérer dans plein de langages ce code-là ou l'équivalent. Et il est fourni déjà avec une classe de test. C'est vraiment là que je vais travailler, hein, cette classe Trip Service. Donc je vais utiliser ce qui existe déjà. Donc maintenant, j'ai envie d'écrire une méthode de test. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je vais commencer par cette branche. Et ce que je vois, hein, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à comprendre, c'est que là, en fait, c'est quand même assez clair. Il y a une partie qui est claire, c'est que si l'utilisateur n'est connecté est nul, alors ça renvoie une exception. C'est-à-dire que ce niveau de compréhension-là, on peut l'avoir en lisant le if et en lisant le else, là. Donc là, ce que je vais vérifier, donc mon hypothèse et que mon test va vérifier, c'est que quand je ne suis pas connecté, quand là j'ai un utilisateur nul, alors je veux recevoir une exception de ce type-là. Okay. Voilà. Alors, c'est assez je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà abordé TDD dans ce rendez-vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est TDD? Alors, pas tout de suite, parce que c'est ce qu'on ne va pas faire. Je voulais proposer un petit peu en disant c'est assez différent de TDD ce qu'on va faire là, mais je vais écrire le test. Hein. Donc là, it should fail, ce qu'on peut dire. Parce que le code est déjà produit en fait. Alors j'utilise des snippets. Oui, donc là, je ne peux pas faire CTRL Z. Ça alors. Est-ce que tu souhaites que je le refasse? T'as ton snippet? Ouais, j'ai des live templates dans le TLJ, il y a des live templates, et en fait, quand je tape TT là, effectivement, c'est une bonne remarque. Je pourrais le taper en entier si vous préférez. Qu'est-ce qui est mieux? Comme tu as l'habitude de travailler. Comme tu veux. Ouais. Moi, quand je code au quotidien, j'aime bien écrire un test, c'est un truc que je fais très souvent, donc vraiment là. Donc là, je vais. Mon snippet, hein, normalement, voilà ce qu'il fait. Hein. J'écris TT, pouf. Il m'insère une méthode de test avec la notation test et une signature void type d'un test unitaire. Là, je vais créer un test unitaire. Et je vais choisir un titre et qui décrit mon intention. Donc là, ce que je veux vérifier. It should fail. If user is not logged in. Voilà. Ok. Ça, c'est ce que je veux vérifier. Comment je vais le vérifier? Alors là, moi, j'ai un peu rituel, hein, c'est de dire, c'est la première fois c'est le début, je veux vraiment vérifier le plus rapidement possible, is equal to, que je suis en capacité de voir un test qui échoue, peu importe lequel. Donc là, c'est un peu bizarre, hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses, mais voilà,
voilà, je lance les tests. C'est que moi, généralement, si mon test est vert, enfin, des fois, je n'ai pas confiance, j'essaie de les faire péter aussi pour être sûr que Voilà. c'est pas une. Et donc, du hasard. cette ligne 10 là, qui est ici, évidemment, elle ne fait pas du tout ce que j'ai dit que ça allait faire, hein, mais elle me permet de vérifier de manière la plus simple possible que je suis en capacité de lancer mes tests et d'avoir un résultat. Donc, on parlait de feedback tout à l'heure, bah voilà, j'ai mon feedback. Expected to, but was one. Donc là, vraiment, c'est le truc le plus simple possible. Donc, c'est bon. Cette ligne-là, son rôle est rempli. Hein, vraiment, j'en ai plus besoin. Mais c'est quelque chose qui a l'air de rien, mais que je trouve important. Donc là, ce que je veux vérifier, c'est qu'il y a une exception de type user not. Je l'ai encore dans l'implémentation, normalement. User not login exception, là. Point class. Et point is thrown by. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est de dire que voilà, je vais. Est-ce que vous arrivez à voir la ligne en entier? Oui. Cette Alors là, ça ligne-là, dépasse, la ligne 12, ça dépasse un petit Ça peu. dépasse. Oui. Je vais aller à la ligne un petit peu temporairement, mais donc là, ce que je veux vérifier, c'est que je vais vérifier que je lance bien cette exception. Donc ça, j'utilise assertv. Ça s'écrit comme ça, donc dans mon framework de test, dans mon framework d'assertion, ma lib d'assertion. Donc j'utilise JUnit. On parlait de langage tout à l'heure. Là, en Java, JUnit, c'est vraiment le truc standard. Et j'utilise assertj, qui est que je trouve assez expressif pour écrire des assertions. Et ben quoi, c'est trip service là. Quand je fais trip service.get, donc ça c'est le nom de ma méthode pour avoir la liste des voyages de mes amis, enfin des amis de la personne connectée. Get trips by user. Donc, je fais ça avec un utilisateur. Pour l'instant, je mets nul. Mais je veux que ça lance une exception. Donc là, j'ai à peu près terminé l'intention de mon test. Donc j'ai écrit mon assertion. Là, j'utilise IntelliJ correctement pour créer mes petites variables. Hein. Ça marche. Voilà. Là, j'ai créé une instance de trip service et je vais pouvoir lancer mon test avec ma vraie intention. Donc là, c'est à peu près correct. Donc, je vérifie ce que je veux. Donc le premier test, il a toujours pas mal de responsabilités. On a vu tout à l'heure, vérifier que je peux lancer, vérifier que je peux avoir mon rapport de test. Donc là, c'est bon, j'ai mon rapport de test. Et maintenant, donc là, ce qu'il me dit, très important, là, parfois on ne les lit pas assez, les messages d'erreur. Donc bah, là, ça renvoie bien une exception, mais ce n'est pas celle que je veux. Ce n'est pas cette exception-là. C'est celle-là. Donc, bah, tiens. Et ça, c'est assez classique quand on se lance un peu naïvement dans du code legacy, c'est que, bah, en fait, il y a des dépendances dans mon code, là, au-dessus, dans le code que je n'ai pas lu, hein, puisque je me disais tout à l'heure. J'utilise les tests pour découvrir le code. Et donc, il y a elle est là. Donc, je la reconnais un petit peu parce que bah, déjà, c'est un singleton, get instance. Alors, je ne sais pas dans quel... je peux vraiment aller très très lentement. C'est-à-dire, je peux get instance. Donc là, pourquoi je dis que c'est un singleton? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on rentre dans ce niveau de détail ou pas forcément? Oui, on peut. Qu'est-ce que ouais. c'est qu'un singleton? Je pense que tu... Ouais. Donc l'idée d'un singleton, c'est de dire j'ai une classe, là, user session. Bah, dans mon système, là, bah, cette classe telle qu'elle est définie, il ne peut y avoir qu'une seule instance. Donc chaque fois que j'appelle get instance, ce sera toujours la même instance. Pour une VM donnée, mais je ne rentre pas dans la subtilité de... Bon, mon code, il tourne dans une VM, et bah, à chaque fois que je vais... c'est du Java, hein, une VM. À chaque fois que je vais appeler cette méthode-là, qui est une méthode statique de la classe user session, ce sera toujours la même instance qui va être envoyée. Ça permet de... Bah là, c'est la session. Donc là, ça veut dire que je vais pouvoir accéder à la session quand je... C'est un service, donc probablement que c'est peut-être une session web. Je suis connecté en web, là. Et bah, typiquement, ces singletons-là,
c'est exactement les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire un new trip service et appeler cette méthode gratuitement, parce qu'il faut qu'il soit initialisé correctement. C'est-à-dire peut-être qu'il a besoin d'un serveur web qui tourne et qu'il y ait une vraie session en train de tourner. Ben, là, ce n'est pas le cas. Hein. Je n'ai pas de session là. Alors, si on est dans Spring, par exemple, il y a des outils pour dire « Ah oui, mais je suis dans un Spring Runner, donc j'ai toujours une session. » Bon, je vais pas du tout me lancer là-dedans parce que c'est des choses que j'utilise, mais j'aime bien aussi savoir le faire sans trop d'outillage et le faire vraiment en unitaire un peu by the book. C'est ce que je propose là. Donc voilà pourquoi, voilà probablement pourquoi on n'a pas la bonne exception, parce que ce user session. Donc là, j'ai une dépendance qui me casse un peu les pieds, il faudrait que je l'initialise, mais ça va complexifier mon test. Ok. Donc là, on va avoir une technique très classique, hein, très simple pour compter cette difficulté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voient un petit peu déjà ou... Je dirais utiliser un bouchon, communément qu'on appelle quand on utilise quand on pratique des tests. Du coup, ouais, c'est un peu l'idée. Hein, on va remplacer par quelque chose qui voit la même valeur. Il y a une petite difficulté, c'est que là, on appelle une méthode statique sur un singleton. Donc c'est moi, j'aimerais que mon test soit isolé. Donc si j'appelle un singleton là, donc faudra que je l'initialise. Bon, c'est assez compliqué. Et du coup, c'est un singleton, donc mes tests vont pas être isolés, sauf si je fais peut-être un peu d'acrobatie que j'ai pas envie de faire. Donc il y a une solution quand on a un singleton là, une dépendance qui est un singleton, là je parlais tout à l'heure des refactoring automatisés. Voilà, je vais faire un extract méthode. Alors pourquoi là je teste. Alors ça marchait pas quand je appuyais 2 fois. Ça marche, c'est cool. Je la mets protected pour une raison, on va voir. Mais donc là, c'est un mouvement qui est safe parce que c'est vérifié un peu par mon IDE. Je ne sais pas vraiment le comportement quand je fais ça. Okay. J'appelle une méthode je délègue tout simplement une méthode qui est là. Donc je relance mes tests, pouf. Je préfère lancer mes tests pour rien que oublier de les lancer. Donc j'ai la même erreur. Bon, je suis content, c'est ce à quoi je m'attendais. Mais maintenant, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que avec un refactoring automatique, donc plutôt safe, je peux ici dire OK, maintenant je veux un service, mais je vais le spécialiser pour mes tests. Je vais l'appeler testable trip service. Donc je vais surcharger cette classe. Donc là, c'est la technique. Alors, petit point de vocabulaire que je trouve assez intéressant avant de me lancer dans le deuxième point de vocabulaire. Il va y en avoir 2 qui vont s'enchaîner. C'est que là, j'ai créé. Alors, ce qu'on parle. Il y a un livre qui documente un petit peu toutes ces techniques-là, qui s'appelle Working Effectively with Legacy Code. Je vais le mettre là. Working Effectively with Legacy de Michael Fieser. Et ce livre, il documente tout un tas de techniques, dont celle-ci. Et là, ce qu'on a fait, on l'a fait d'une certaine façon, mais on a introduit une couture, ce qu'il appelle une couture, une seam en anglais, ou un raccord entre. Donc là, j'ai introduit ce getLogged user. Ce que ça fait, c'est que ça sépare mon code, l'implémentation là, de ma dépendance. Donc c'est ça que j'appelle une couture, c'est-à-dire que là, si c'était un Frankenstein, je rajoute un peu une main ou un pied là. Enfin, je le sors dans un membre qui a été cousu un peu, et donc je vais pouvoir. L'avantage de ça, comme j'ai introduit peut-être une fermeture claire sur une main ou un pied, là, je vais pouvoir changer de main ou changer de pied. Donc c'est pour ça qu'on dit une couture. Enfin, c'est mon interprétation. J'espère que c'est ça. Et donc je vais utiliser donc cette couture que je viens d'introduire. Elle va me permettre de bypasser complètement cette dépendance. Dans le cas de mon test, dont je rappelle, l'objectif, c'est uniquement de tester ce comportement. C'est-à-dire de dire, si j'ai ça, alors on passe par là. D'accord. Je veux vérifier ça et ça me servira de ne pas casser mon code quand je fais des changements après. Ouais. Alors, comment fait-on? Eh bien, commençons. Et donc, il y a une deuxième technique qui s'appelle subclass to test. Donc, je vais surcharger mon système under test. Hein. Donc là, trip service, c'est le système que je suis en train de tester. C'est cette classe-là. Bon.
Et bah, je vais la surcharger uniquement pour l'instant pour ce test-là. Et bah, dans une version où j'aurai plus cette dépendance. Donc voilà, c'est le mouvement subclass to test, c'est un peu ça. Je vais testable, ça va l'appeler testable tout à l'heure. Hop, voilà. Alors ça n'existe pas, je l'utilise beaucoup, hein, vous me verrez souvent codé en rouge là. Je vais utiliser IntelliJ derrière pour générer cette classe-là. Donc l'avantage, c'est que ça va un peu vite, et l'inconvénient, c'est que ça va un peu vite. Donc, je suis content que ça aille vite quand je fais du code de prod ma journée. Là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on détaille plus ce que je fais là. Mais Non, il n'y a pas de souci pour l'instant, c'est très bien comme ça. Du coup, je vais pouvoir surcharger cette méthode, cette couture là que je vais introduire. Donc je vais pouvoir changer à voler un comportement ici. Et donc ce que je veux, c'est ce que me dit le if là, qui est ici, ce if là, yes. Donc je veux que ça me retourne en fait. Donc get login user, c'est ça, et je veux que ça ce soit nul. Bah voilà, c'est ce que fait ce testable trip service là. Son job là pour l'instant, c'est de faire ça. Est-ce que ça marche? Je relance le test. Incroyable. Donc là, j'ai mon test qui passe. Ça veut dire que bon, j'ai un petit peu changé le code, mais vous êtes d'accord pour dire que en production, là, le comportement il est identique. Oui. Et donc là, j'ai documenté par un test que si ce que renvoie cette méthode est nul, alors ça me renvoie bien une exception. Donc j'ai documenté un tout petit bout du comportement là, mais il faut bien commencer quelque part. Donc par où on commence? J'ai commencé par là et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je l'ai fait un petit peu en détaillant, mais parce que quand je fais ça, ça prend pas plus de quelques minutes, hein, c'est 2-3 minutes à vitesse, si je me trompe pas trop d'orthographe, et si je fais pas trop de bêtises. Voilà. Alors du coup, je vais introduire un autre outil là qui est assez standard. Mais du coup, juste de te couper, mais du coup, comment ça s'appelle, les coutures, c'est vraiment utile pour dès que tu as des dépendances que tu souhaiterais moquer, avant de les mettre en vraiment dépendance dans ta classe. C'est une étape un peu intermédiaire en fait. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis là. Il y a oui, c'est quand je veux m'extraire d'une dépendance. Je ne veux pas toujours m'extraire d'une dépendance. Ça, c'est une dépendance casse-pied. Une dépendance casse-pied, c'est-à-dire que c'est une dépendance là qui est particulière. Elle nécessite qu'un serveur HTTP probablement soit démarré. Donc ça, j'en veux pas. Je veux pas non plus de dépendance qui nécessite qu'une base de données. Enfin, typiquement, tout ce qui va péter, s'il n'y a pas un serveur qui tourne, s'il n'y a pas une base de données qui est lancée, s'il n'y a pas un port réseau qui écoute quoi que ce soit. Bon, bref. Toutes ces dépendances-là, oui, je veux absolument m'en défaire pour les tests unitaires. Ça ne veut pas dire qu'on les testera jamais, mais ce n'est pas l'objet de ce qu'on est en train de faire là. Il faudra aussi les tester avec peut-être un test d'intégration, mais je ne rentre pas là-dedans. Par exemple, je pense à des cas où des fois on utilise des librairies. Par exemple, il y a des librairies on pourrait aussi utiliser des coutures pour ça. Justement pour oui, alors, la gestion de dépendance. Ça dépend des librairies, des fois qu'on ne veut pas forcément passer dans la gestion de dépendance, mais qu'on veut. Ça va dépendre des librairies. Encore une fois, il y a pas mal de librairies qui sont vraiment des standards. Je pense à, par exemple, alors, la dernière fois que j'ai fait du Java, c'était en 2015. Donc, soyez comment dire, n'hésitez pas à me mettre à jour. Ouais. Mais du coup, des dépendances, il y a certaines dépendances qui sont standards, comme je pense à Apache Commons. On en a peut-être moins besoin aujourd'hui, mais à une époque, Apache Commons, c'était vraiment un truc. C'est un standard en plus, quoi. Il y a la lib standard et Apache Commons, c'est un autre standard. Ce genre de librairie, je vais surtout pas les remplacer. On parlait de moquer tout à l'heure, mais plus généralement, là j'ai remplacé en fait, j'ai remplacé la dépendance avec cette méthode. Donc, je m'amuse pas à remplacer des choses comme Apache Commons. En JavaScript, par exemple, il y aurait Lodash. Je ne sais pas si vous faites pas mal de JavaScript. Lodash, ouais, je vais pas remplacer un appel à Lodash de cette manière-là. Voilà, je le prends comme une lib standard.
De la même manière que je ne vais pas remplacer ArrayList, je ne vais pas remplacer user, c'est un objet métier probablement facile à implémenter, je ne le remplace pas, il y a tout un tas de choses que je ne remplace pas. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais voilà. On est vraiment sur ces dépendances qui casse-pied, et on l'a vu, hein, elles m'empêchaient d'avoir le comportement souhaité. Ça se voit en fait, en général. Voilà. Bon, je peux utiliser mes tests pour les découvrir en faisant tout casser. Alors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Bon. Oui, alors là, donc j'ai fait ce mouvement-là qui est un petit peu un peu standard, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment si c'est la première fois que vous le voyez, c'est un peu étonnant, mais bon, à force de l'utiliser, c'est assez habituel. C'est un petit mouvement en fait, ça peut être apparenté à un petit mouvement quand on le connaît bien. Et je vais en profiter là, parce que mon code il est pas mal, mais on pourrait vraiment gagner en expression. Donc là, quand j'écris des tests unitaires, j'ai l'ambition que mes tests ils soient expressifs. Donc c'est quoi ce nul là? Ce nul là, c'est ce nul, ça représente je ne suis pas connecté. C'est-à-dire que si on me demande l'utilisateur connecté et que c'est nul, c'est que je ne suis pas connecté. Donc peut-être que je suis anonyme, ou peut-être que je suis un guest en fait. Je vais rajouter cette hypothèse là dans mon test. Donc là, ce serait quoi? Guest. Oula. Voilà, guest. Okay. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une constante field de. Je vais le mettre là. Hop. J'ai un guest. Et c'est quoi? C'est un user, ouais, c'est un new. C'est nul. Non. Okay. Je vais voir mes tests. Ouais. Cool. Et même, alors plus généralement, je vais faire un peu ce que fait Sandro Mancuso. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Bon, donc du coup là, c'est de dire, en fait, je vais, c'est pas vraiment un guest là, c'est plutôt, c'est l'utilisateur connecté, donc cette classe get in user, voilà, c'est ce que je veux. Hop, et donc ça, je vais utiliser create field. Voilà, test. Okay. Donc là, j'ai un login user, et du coup là, ce que je vais dire, c'est ça va être encore plus. Enfin, moi, je préfère. Là, on va vraiment mon test, il va être un peu plus autosuffisant. Là, c'est de dire que si login user ici est égal à guest, donc si je suis un guest, si je ne suis pas connecté, voilà. Ouais, ok, cool. Donc là, mon test, il commence à être expressif. Donc, quand je ne suis pas connecté, quand je suis un guest, et que j'appelle ça. Oh, j'ai envie de changer. Voilà. Donc, quand je ne suis pas connecté et que j'appelle cette méthode, alors ça me renvoie l'exception de type dans l'exception. Là, j'ai un peu. Donc, même quand on a un seul test, on peut se lancer on peut être exigeant avec l'expression de ce qu'on est en train d'écrire. Bon, on pourrait dire oui, mais est-ce qu'on va vraiment le faire comme ça? Est-ce qu'on va pas plutôt faire un before each? Pourquoi pas? Mais c'est pas ce que je voulais mettre en valeur. C'est vraiment plutôt le fait d'introduire du vocabulaire. Alors, quand on introduit du vocabulaire, c'est bien que ce soit du vocabulaire métier qui soit vraiment utilisé par les gens. C'est-à-dire que là, on va dire que oui, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas connecté quand on fait des user stories, quand on parle entre nous, quand on fait du support, quand on fait de la conception. Du coup, c'est un peu une question un peu rien à voir, mais on s'est pas mal posé des questions sur notre projet par rapport au langage de langage qu'on va utiliser pour nos tests. Donc, si on utilise le français ou l'anglais. Ah oui. Là, ton métier, il était en français ou en anglais? Ou par défaut, je dis, vas-y, je vais l'écrire en anglais? Ouais. Alors, ça, c'est un kata qui existe avec des descriptions du métier. Là, je ne l'ai pas montré, mais j'ai cherché rapidement, je ne l'ai pas retrouvé. Il y a un Miro avec
des choses fonctionnelles. C'est pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on voit les voyages de mes amis, mais voilà, si je suis pas connecté, je peux pas appeler la fonction, mais et c'est en anglais. Donc moi, là, effectivement, j'ai suivi le mouvement, c'est-à-dire que c'est ce que je fais d'habitude et c'est spécifié comme ça. Donc c'est ma façon de penser à ce problème-là, c'est en anglais. Si je suis sur un projet où on parle en français, enfin, c'est vraiment les conversations qu'on a au quotidien. Moi, j'aime bien que, si on parle en français, j'aime bien que le code, des choses métiers, ce genre de choses typiquement, peut-être aussi les noms des méthodes de service comme ça, ce sera en français, ouais. Ouais, ce sera en français. Après, si j'ai des choses un peu techniques comme un repository, là, ce sera des mots anglais. Ça C'est marche, ce que merci. j'ai constaté Ok. qui fonctionne bien. Donc les choses métiers dans la langue de conversation et les choses techniques, bon là, l'anglais c'est pas mal pour les choses techniques. Ah oui, il y a quelque chose que j'aimerais montrer aussi, c'est sur ce premier test, on peut, c'est tout à l'heure, le premier test, il porte pas mal de responsabilités. On peut vraiment comme un torchon plein avec de l'eau dedans, on peut vraiment l'essorer, hein, le premier test. Moi j'aime bien essayer de faire ça, surtout quand je m'entraîne. Ce qui est le cas là en ce moment. Donc du coup, donc je disais tout à l'heure, je vais utiliser le coverage en fait, pour avoir un feedback visuel sur par où je suis passé. Alors je sais pas si on voit bien là, quand je suis ici. Vous voyez pas ma petite flèche sans doute, mais à cette ligne là, à gauche. Yes, voilà. Donc la ligne, je On suis voit pas en ce sur le moment. code. Ah, vous voyez pas le coverage? C'est ça? Non, a priori, non. Non. Yes. Bon, alors je peux je peux partager mon écran temporairement, ou alors je peux décrire ce que je vois, ce qui est un peu plus frustrant, mais je vais commencer par ça et vous me dites si ça vaut le coup que je partage mon écran. Et cette ligne, j'ai envie de le partager. Ça marche ça ou pas si je partage mon écran? Ok. Alors je peux partager un Excalibro. Est-ce qu'on le verrait Est-ce que la régie, on peut faire ça? Yes. Alors, donc je vais. Alors, du coup, très rigolo. Donc, si je fais ça, j'imprime mon écran. Hop, et je vais le mettre dans Excalibro, à la vitesse de l'éclair. Hop, voilà. Bien. Ah oui, comment je partage le lien? Donc, ça, c'est encore une blague. Alors, à la vitesse de l'éclair, c'est relatif, hein, évidemment. Ctrl-Shift, S. Voilà. Encore mieux. Voilà. Il a CTRL-V. Voilà, parfait. Donc j'ai l'Excalibro et comment je partage le lien? Le lien, où est le lien? Ah, start session live. Ah mais non, certainement pas. Il n'y a pas un lien. Parce que moi j'ai une URL, mais il n'y a rien dedans dans mon URL. Comment on peut faire un lien? Insert image, librairie. J'abandonne, sauf si vous avez. Je crois Sinon, qu'il faut que tu peux pas afficher une image dans ton IDE? Ah si, tu as raison. Tu as sans doute raison. Si je fais CTRL-V. Ah oui, mais est-ce que vous allez la voir? On voit ton IDE, donc normalement, oui. Allez. Si tu mets dans ton dossier ton IDE, je pense que ça marchera. Yes. Donc on ne recule devant aucun sacrifice. Hein. Bon, j'espère que c'est la bonne image. Ah, ça marche pas. Je fais drag and drop. Oula. Non, il veut pas. Ça va pas l'air de fonctionner. Explique-nous à l'oral, hein, c'est pas. Yes. Alors, donc là, ce qui se passe, moi, dans mon IDE, c'est que j'ai une petite ligne, une petite gouttière verte, là. C'est-à-dire que dans la ligne au-dessus, la ligne 28, juste à côté, il y a une petite trace verte. La ligne 26, c'est rouge. La ligne 23, c'est rouge. Jusqu'à la ligne 17, tout est rouge. Et la ligne 16, c'est vert. Et voilà, jusqu'à la ligne 16, là, tout est vert. Le reste est rouge. Oui, et il y a classique. uniquement cette ligne qui est verte. Donc ça me dit que dans le coverage, quand j'ai exécuté mon test avec le coverage, on est passé que par là. Alors ça, c'est une bonne aide visuelle.
C'est un truc que j'aime bien. Ça me donne un peu une to-do list, quoi. Tout ce qui est rouge là-dedans, c'est que j'ai pas encore travaillé dedans. Ça veut pas dire que j'en ai extrait le maximum. Quand c'est vert, ça veut pas dire que j'en ai extrait le maximum, mais c'est un bon indicateur quand même du reste à faire. Et du coup, ton but, ce serait quoi? Ce serait d'avoir tout vert? Ouais, là, c'est-à-dire que j'ai cette fonction, je la comprends pas bien, donc je veux à la fois la comprendre, mais en passant, je vais rajouter des tests pour ce qu'on appelle des tests de caractérisation, qui décrivent exactement comment ça fonctionne à l'heure actuelle. C'est-à-dire que mes tests, une fois que j'ai terminé, là, ils me disent exactement, si je suis passé par toutes les branches, là, pouf, pouf, ils me disent exactement tout ce que ça doit faire dans tous les cas, si j'ai été un peu exhaustif, si j'ai réussi. Voilà, donc le coverage me donne un indice de où j'en suis de ça, de cet objectif. Voilà, donc je voulais le lancer un peu à ce moment-là. Ok, il y a un autre point de vocabulaire là, qu'on pourrait travailler, c'est... À combien de pourcentage tu es là actuellement? Alors je suis à... C'est une bonne question. Alors je regarde très peu le pourcentage parce que comme je disais tout à l'heure, je m'en sers vraiment comme un marqueur visuel des lignes rouges-vertes dans cet usage-là. Non, j'ai pas le pourcentage. Est-ce que ça... Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est vrai que je suis pas très pourcentage, ouais. Mais ce serait intéressant. Bah, la prochaine fois que je le lance, on regardera ce que je propose, on va faire ça. Ça marche. Alors, autre point de vocabulaire, ça c'est quoi? C'est donc moi je suis connecté en tant qu'invité et je veux regarder les voyages de quelqu'un d'autre. Peut-être je suis dans ses amis ou pas, j'en sais rien, mais donc ça c'est un autre utilisateur. Donc, je vais le nommer ici. C'est n'importe lequel, c'est-à-dire quand je suis invité, n'importe quel utilisateur. Annie user. Ok. N'importe lequel, voilà. Comme tout à l'heure, j'utilise Red Constant Field, ça me plaît. Good. Et là, en fait, il y avait nul, donc je vais être sage. Donc je vais pas changer mon test dans un premier temps. Je fais une chose à la fois. Ça, c'est une discipline qui est compliquée à acquérir, de faire une seule chose à la fois, pour moi en tout cas. Mais là, j'ai réussi. Mais maintenant, donc une fois que j'ai mis un nom à cette valeur-là, qui n'est pas très intéressante, en fait, je me dis, mais ça doit, même si c'est un utilisateur normal, voilà, même si c'est un vrai user, il n'y a pas de raison que ça ne se comporte pas correctement. Donc, j'ai un utilisateur, n'importe lequel. Moi, je suis invité. Je veux que ça lance une exception. Vérifie. Est-ce que c'est vrai? Ouais. OK. Bon, là, j'ai à peu près essoré le premier test. Je pense que je m'arrête là. Pour ce premier test. Donc on a fait une ligne. Alors comme je disais tout à l'heure, si on n'explique pas tout ce qu'on fait tout le temps, ça va beaucoup plus vite. Ça marche. Mais je trouve intéressant de détailler un petit peu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est l'étape suivante, c'est-à-dire si on veut creuser en profondeur, l'autre endroit qui serait pas très profond, c'est si je rentre là-dedans, je rentre dans le vif là, je rentre pas dans le fort. Bon, je vais m'intéresser à quel moment je rentre pas dans le fort. Bon, c'est une itération sur une liste d'amis. Probablement que si la liste est vide, je ne vais pas rentrer dans le fort. Donc cette variable-là, bon, elle est fausse par défaut, donc je vais dire que ça va marcher. Et ben ça va renvoyer ça. Okay. Donc là, je peux quand même, sans comprendre vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, je peux me dire, si je suis bien connecté, mais que l'utilisateur que je suis en train d'observer n'a pas d'amis, et ben alors ça me renvoie, cette méthode-là me renvoie une liste vide. Voilà fonctionnellement à quoi ça ressemble, ce que ça dit. Donc du coup, c'est should return no trip, voyage, if user has Donc ça, c'est le nom de ma méthode. Donc, ce que je vais vérifier, c'est que trip list. Donc là, je vais récupérer la liste de voyages. Is empty. Graphique, elle est vide. Je vais faire.
Du coup, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que tu écris toujours ton insert Ouais. avant le reste. Bah oui, oui, tout à fait. Bah, ça m'aide à, d'une part, utiliser IntelliJ comme un serviteur, là. Liste de scripts. Mais surtout à réfléchir à ce que je veux faire en fait. Ce que je veux faire, bah, je veux vérifier, enfin, ça me permet de réfléchir à ce que je veux vérifier. Donc de ne pas m'embarquer non plus dans la technique. C'est typique quand on fait du TDD également. Je reviendrai sur la différence là. Ah, j'ai pas été malin, c'est pas grave. Je pourrais faire un petit débrief, me dire, en fait, j'aurais pu copier-coller le code du dessus, là, enfin une partie. Trip service, c'est un peu la même chose. Hein. Get trips by user. Ok. Alors, je disais tout à l'heure, j'utilise IntelliJ, mais là, je l'utilise pas bien parce que là, si j'ai any user, voilà. Ok. Celui-là, l'autre. Donc là, c'est quoi ça? C'est donc. Hop. Ah, quand je fais ça, alors je disais tout à l'heure, bah, je vais copier-coller là. Ça marche ça? Ah non, dommage. Voilà. Donc là, c'est un new user, on verra tout à l'heure. Cette phase, si je veux raffiner un peu ce vocabulaire. Mais... Ok, ça c'est ce que je veux faire. Ça marche. Voilà. Alors évidemment, ça ne marche pas puisque je n'ai pas appelé Testable. la version qui était stable, hein, bien sûr. Hein. C'est assez. C'est pas très grave de se tromper en fait quand on fait ça, puisqu'on a un feedback, comme je disais tout à l'heure. Ça se voit hein, quand on se trompe. Voilà. Après, si on peut éviter, c'est encore mieux. Ok. Donc là, ça fait bien ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, maintenant, on a un test qui vérifie ce truc-là. Si je relançais le coverage, j'ai des lignes vertes en plus, donc vous ne voyez pas, mais cette ligne-là, qui est la ligne 26 dans l'implémentation, est verte. Cette ligne-là, la ligne 23, est devenue verte. Et cette ligne-là, avec le for, la ligne 17, est devenue verte également. Toujours restée rouge, elle ne passe pas dans les autres à l'intérieur. Bon voilà, je pense que ça commence à se voir un petit peu, peut-être cette idée de par où on commence et comment progressivement on rentre. C'est sur du code plus compliqué que ça, ce principe-là fonctionne très bien. Mais comment tu tester. t'assures que ton test est robuste ou en tout cas qui fait la bonne chose? Parce que en fait, tu peux feinter le coverage. Donc comment tu sais, toi, que c'est sûr que tu as bien testé cette partie-là, cette branche-là de ton implémentation? Bah, je suis obligé de réfléchir un peu quand même. C'est-à-dire, je suis obligé de... Ce que je disais, je fais une hypothèse sur... J'essaie de comprendre un petit peu quand même le strict nécessaire pour savoir où je suis en train de passer. Par exemple, là, tout à l'heure, je disais, bon, bah, je suis connecté, donc il faut quand même que mon utilisateur soit pas nul. Ça va me renvoyer cette liste-là. On va rien faire dessus, elle est créée ici, donc elle va être vide. Donc je vérifie que c'est vide. Donc je fais des hypothèses. En fait, c'est la qualité de mes hypothèses qui va m'aider déjà à avoir quelque chose qui a du sens dans mes tests à gauche, là. Enfin, à droite, enfin, ça dépend de votre côté. Mais dans le côté test, là, c'est la qualité de mes hypothèses. Donc là, à la fois, je me sers de ce que je connais dans le métier et de ce que j'observe dans le code. Et le test va tout de suite me dire si ça se comporte différemment de mon hypothèse. Ah oui, si je fais aucune hypothèse et si je me trompe, enfin si je peux faire un contresens. Je suis pas à l'abri d'un contresens, hein, mais c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment progressivement et ça nous aide un petit peu de le faire une ligne à la fois. C'est-à-dire que si je voulais tout comprendre d'un coup, bah, ce serait compliqué. Donc le fait que ce soit progressif, que je valide mes hypothèses par des tests à chaque étape, qui restent, c'est-à-dire ces tests-là, c'est incrémental. C'est-à-dire que chaque fois, je rajoute un petit bout, paf, paf. Je pose cette notion de crémaillère. Là, hein, en fait, si je pose ma crémaillère en réfléchissant un petit peu quand même, mais qu'une chose à la fois, voilà, en général, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si ça répond.
Est-ce que ça Oui, répond un petit peu à ta question? Ouais, c'est ça. Donc, cet outil des tests en tant que crémaillère et ma connaissance métier et une chose à la fois en utilisant des branches pas trop profondes. Puis après, petit à petit, bah, j'ai de mieux en mieux compris. Je sais exactement ce que j'ai testé. Voilà, si ça peut bien se passer. Hein, ok. Ça marche. Bah, top déjà. Déjà, on a 2 tests, ça c'est cool. 2 tests, on a Nickel. couvert quand même pas mal de choses. Yes. Alors, oui, pas mal à définir, hein, mais parce que quand même, le cœur du truc, il est par là. Hein. C'est-à-dire que, Ça on va. pourrait. Alors, moi, j'aime. Là, on a un réflexe, on a envie d'aller au maximum, là, mais j'aime bien quand même essorer mes tests, là, comme je disais tout à l'heure. Essayer d'en extraire des gouttes, surtout quand je m'entraîne. Ouais, je vous invite à vous entraîner, hein, parce que je disais, vraiment, c'est bien de le voir, ce kata, mais c'est important de le faire aussi. Je vous invite à le faire. Ensuite, si si vous êtes curieux de ce qui s'est passé là, je vous invite à le faire vous-même. Il y a plein de références, on partagera ça après. Mais c'est vrai que, enfin, juste pour revenir même à la première façon que tu avais fait, la couture, Ouais. ça, j'aurais pas pensé à faire ça en fait. Ouais. J'aurais directement, enfin, soit j'aurais moitié la session, ou je sais pas comment j'aurais fait, ou soit je l'aurais passé en constructeur. Mais j'aurais pas pensé à ta façon, et je trouve ta manière élégante et enfin de façon itérative. Donc ça, c'est cool. Moi, j'ai appris quelque chose. Donc merci. Yes. Ouais, Alors complètement j'étais guidé d'accord avec par toi. ça je voulais pas changer de constructeur, je l'ai pas dit non plus, mais donc on s'est donné un peu comme consigne au départ de surtout pas, comme c'est du code non testé et c'est du code de prod, hein, c'est déjà utilisé, ça tourne. On veut surtout pas changer les signatures de cette méthode, mais on veut pas non plus changer la signature du constructeur. Donc j'ai pas envie d'injecter quelque chose forcément. On peut, hein, mais c'est C'est risqué, intéressant quoi. de le faire comme ça aussi. Oh, c'est pas forcément risqué, ça va dépendre. Donc, tout ce que je rentre pas là-dedans, ce serait intéressant de le rendre visible. C'est-à-dire, si on voulait en discuter, il faudrait le rendre visible, mais je préfère rester sur ce qu'on est en train de faire. Mais ouais, ce serait intéressant de voir concrètement ce que ça implique. Et là, c'est difficile d'en discuter sans le faire. Mais... Donc, restons plutôt sur tous ces ifs là, hein, ou ces boucles forts. Ok. Alors oui, et donc je disais, mes tests là, est-ce qu'ils sont bien? Je change pas l'implémentation, hein. Je change que mes tests pour l'instant. Est-ce qu'ils sont bien? Alors, j'ai any user, est-ce que c'est ce que je veux? En fait, là, ce que je vois dans ton test, tu dis qu'il n'a pas de friends, enfin d'amis. Mais je le vois pas dans ton user qui n'a pas d'amis en fait. Enfin, comment je sais qu'il a pas d'amis, mon user? Eh ben, ouais, donc c'est pas n'importe quel user en fait. Non. Cool. Bah, ça, on pourrait. Alors, ça, c'est intéressant. On pourrait ici dire. Être plus précis. Donc, effectivement, user. On va dire qu'on a un user with no friend. Il y a plein de trucs, il y a plein de façons. Je vais en faire une. No friends. Les majuscules, j'ai un peu de mal. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un user with no friends. Donc c'est quoi mettre là. Et donc là, c'est new. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi la différence? Eh ben, on pourrait dire, il y a plusieurs façons. Donc là, ce qu'on pourrait faire, il y a une façon qui est de dire, bon, là, la façon sans sortir de ce test. Il y a une façon sans sortir de ce test. Donc là, je reste concentré sur ce que je suis en train de faire. Je ne quitte pas mon test. Et donc là, je vais dire, bah, je vais poser une assertion de vérification. Donc là, je vais dire assert that. C'est pas mon assertion vraiment que je veux. C'est pas l'objet de ce test, mais là, comme c'est du code que je connais pas. Donc là, ce que je veux vérifier, c'est .getFriends, parce qu'il se trouve que dans cette classe, j'ai l'accesseur. Voilà, je vais vérifier que c'est vide. Voilà. Mais là, le test va me dire si c'est vrai. Donc je lance le test. Bon, c'est vrai. Donc là c'est écrit, là, ce que tu disais tout à l'heure. J'ai posé une assertion qui dit bah, mon user with no friends, là, bah, il n'a pas d'amis. Là, c'est vérifié. Est-ce que je t'ai convaincu là? Est-ce que tu es d'accord? Ouais,
Tu vois Tu as raison, hein, quand je disais essorer, en fait, c'est une façon d'être rigoureux aussi. Donc, je vérifie. Alors, là, toute la question se pose. Ça, c'est est-ce qu'on garde cette assertion ou pas? Ça va dépendre. Voilà. Donc là, je propose qu'on la garde pas forcément. Parce que ce qu'on peut imaginer là, c'est que si on a plus de temps, en fait, ça, c'est peut-être la responsabilité des tests de user. C'est déjà testé. On pourrait regarder, hein, est-ce qu'il y a un user test? Ah ouais, il y a un user test. Bon, il n'y a rien dedans. Et ça aurait bien sa place là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai... si je veux être exigeant, là aussi, je peux me dire, non, mais ça, en fait, ça, ça fait partie du comportement du contrat de ma classe user. Je vais le documenter ici. Voilà. On pourrait rentrer là-dedans, mais bon. Je montre juste le début du chemin et je le fais pas. Et donc, je vais m'autoriser ici à la supprimer dans le cadre de l'exercice parce que, en fait, j'ai confiance. Ah oui. Il y a une question de confiance aussi, c'est-à-dire que c'est pas non plus hyper mathématique. Là, je pense que je vais faire l'hypothèse que c'est testé ailleurs, d'une part. C'est quelque chose que j'aurais vérifié si c'est du code de prod, mais voilà, donc on va faire l'hypothèse que c'est testé ailleurs. Mais oui, mon user with no friend, il n'a pas de friends. Ça pose la question, là, on peut être exigeant à l'infini sur, bah oui, mais any user, est-ce que c'est vraiment any user, hein? C'est-à-dire que là, on a déplacé le problème, on a remplacé un problème par un autre. Hein. En général, c'est ce qu'on fait. Mais je me lance pas là-dedans. Donc bon, là, l'intention, c'est n'importe lequel. Bon, on pourrait aller plus loin, mais je préfère... Donc là, ce qu'on peut faire, le pattern to-do list, là, c'est de se dire, bah ok, moi, je préciser quelque chose que j'aurais envie de faire là. Et ce qu'est, c'est pas très clair là avec mes tests. Any user. Ok. Voilà, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut rentrer dans des combinatoires là, tout ça? De le noter, ça me permet de ne pas le faire. C'est-à-dire que voilà, je vais m'en souvenir si j'ai besoin de m'en souvenir. Et au bout d'un moment, si je décide de ne pas le faire, je pourrais même le supprimer là. Donc, je peux me faire une to-do list, ce qui m'évite de perdre le fil et me permet de continuer sur mon intention. Ça marche. Ça, c'est commun. En TDD, on fait ça aussi. Hein. OK. Bon, on aimerait quand même dire... j'ai envie de dire, si j'ai un ami, à quoi ça ressemblerait, puisqu'avec le temps qu'il nous reste, il nous reste une vingtaine de minutes, je crois. J'aimerais bien garder Ouais, les derniers regarder, instants pour une petite conversation à la fin. Donc on va pas... je vais essayer de... Ouais, tu me disais. Justement, je regardais le temps et j'allais te couper malheureusement pour te dire d'arrêter. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et effectivement, ce serait sympa de faire une petite rétro de cette grosse heure qui s'est passée avec toi et cool. de ce que tu nous as montré. Peut-être que toi, Seb, comment tu t'es senti? Est-ce que ça a été pour toi? Comment tu as vécu le truc? Je suis content merci de l'invitation. Je suis content d'être venu. J'adore faire ce genre d'exercice, de faire du code en discutant. C'est vraiment... je me dis, on le fait pas assez, donc je suis hyper content que vous créez cette opportunité, ce moment-là. Voilà, donc je suis très content, merci. Quelle chance. Et voilà, cet exercice, en plus, moi, j'aime bien ce genre d'exercice, j'aime bien celui-là. Et pour conclure, peut-être, si je m'arrêtais là, je finirais par dire, j'ai parlé un petit peu de... Bon, j'ai évoqué plein de choses, mais j'ai parlé un peu de TDD en passant. Donc, ce qu'on a fait là, c'est la grosse différence avec TDD, c'est que quand on fait du TDD, on sait qu'on veut. Donc, je fais un test, je sais ce que je veux, je connais le comportement que je veux vérifier avec ce test, mais je ne l'ai pas encore implémenté. Donc, je sais ce que je veux, j'écris le test et ça ne marche pas, et après, je le fais marcher. Là, c'est un peu l'inverse. C'est du code que je ne connais pas, donc je ne sais pas vraiment ce que ça fait. J'ai une idée, mais je n'en suis pas sûr. J'écris mon test et la vérité, c'est l'implémentation là. C'est-à-dire qu'en TDD, la vérité, c'est le test. L'implémentation, elle est fausse et je la corrige. Quand on pose des tests sur du code legacy, la vérité, c'est l'implémentation.
je fais des hypothèses en test, et si ce que me dit l'implémentation, c'est pas ce à quoi je m'attendais, bah, je vais voyez l'inverse. En quoi c'est, d'une certaine manière, c'est un peu le contraire dans l'intention. Et donc, l'autre point que je trouvais intéressant, qu'on pourrait aborder une autre fois, mais c'est que donc on a vu, pour poser des tests, une façon de faire, c'est de commencer par les branches peu profondes. Et une fois qu'on a posé des tests, si on veut introduire un comportement ou modifier, si on a une idée d'amélioration de cette implémentation, tiens, ça c'est un peu bizarre, je voudrais vraiment le changer. On peut commencer à refactorer de la branche, c'est le contraire, de la branche la plus profonde. Donc c'est une petite subtilité qu'on pourrait voir une autre fois si ça vous intéresse. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, moi, je me Voilà pose pour une moi. question, en fait, aussi. Ouais. Pourquoi tu as voulu commencer par tester Trip Service en premier? Est-ce que c'est vraiment par hasard, ou tu aurais pu commencer très bien par tester les autres couches? On voit qu'il y a plusieurs quand même dépendances, le user Ouais. session, même l'objet user. Pourquoi tu as choisi de tester Trip Service en premier? C'est une bonne question. Alors en fait, c'est le code le plus intéressant dans ce petit. Si on va regarder le user, bon, il fait pas grand-chose. Il n'y a pas trop de surprises dans le user, en fait, hein. Il est assez presque anémique, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de comportement. Et voilà, donc le reste, c'est un peu des détails d'implémentation. C'est-à-dire qu'ici, on a un DAO, enfin un truc d'accès aux données. On a dans le trip, il n'y a rien, en fait. C'est une classe. Donc en fait, c'est le seul code intéressant de ce kata. Donc c'est fait pour travailler ici, en fait. D'ailleurs, dans ce service, il y a une seule méthode. On est vraiment, il n'y a pas tellement plus à explorer que ce qu'on vient de voir dans ce kata. Ça marche. Oui. Ok, Mathieu, je te laisse la main aussi. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette session? Déjà, j'apprécie beaucoup les échanges qu'on a eu avec Sébastien. Il y a beaucoup de connaissances, donc c'est un vraiment plaisir d'apprendre ces méthodes pour refactorer. Donc j'ai appris, comme je disais tout à l'heure, j'ai appris un peu la façon, comment, avec la couture, comment on peut, Frankenstein. ouais, voilà, comment on peut réussir justement sans changer l'implémentation, vraiment sans vraiment changer la signature du code, à réussir j'allais dire stubber, mais ouais, remplacer en tout Remplacer, cas, hein, ouais. remplacer un bout de code qui nous embête. Donc ça, c'est top. Après, j'aurais aimé voir la suite, vraiment la suite, voir si le testable service, enfin le testable trip service est encore en vie. Enfin, est-ce qu'il a toujours l'intérêt d'être là ou pas à la fin du kata? Ça, c'est un peu ma question, mais en tout cas, c'était vraiment cool. Yes, merci Mathieu. Et toi, Alex, est-ce que tu as un mot à nous dire pour ta grande première? Comment ça s'est passé de ton côté? J'étais ravi de participer à cet échange avec Sébastien. Et franchement, la méthode de la couture, des petits tips, ça me donnait envie de parcourir le bouquin qu'il a mentionné, Working Effectively with Legacy Code, que j'ai déjà entendu parler j'ai un doute si c'est de Sandro Mancuso. Mais... Michael Fizer. Ah, excuse-moi. Merci de me corriger. Michael Fizer. Yes. Et justement, pour pratiquer ça dans mes projets en cours d'actualité. Très intéressant. Et du coup, Fabien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en as pensé de cette... Yes, non, moi j'ai évidemment aussi apprécié. Moi, j'aime toujours la qualité d'explication de Sébastien. C'est très clair, et ça, il y a pas mal de détails qui sont proposés, donc ça, c'est toujours cool. Je pense que ça parle à tout le monde, quoi.
Donc ça, c'est plutôt bien, et surtout aux débutants, parce que il faut bien commencer un jour, quoi. Donc c'est très agréable et compréhensible. Moi, j'aime bien aussi le côté que tu utilises ton IDE. Tu as un peu montré ça aussi. Les raccourcis et les alias, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche aussi, d'aller vite pour faire des trucs un petit peu qui n'apportent pas grand-chose, de tout réécrire à chaque fois. Donc ça, c'est cool que tu l'aies montré aussi. Et je rebondis aussi sur un truc que tu avais dit tout à l'heure au niveau de faire le kata. Moi, j'aime bien dire, quand tu regardes du sport, comme le foot, ça ne veut pas dire que tu es footeux. Il faut que tu fasses du foot pour devenir plus fort. Donc, dans la programmation, dans l'informatique, c'est pareil. C'est pas en regardant des katas que tu vas apprendre. Enfin, tu t'apprends un petit peu, mais c'est toujours en faisant et en répétant les choses qu'on s'améliore. Donc, ouais, faites des katas, des différents katas, faites différentes expériences, et c'est comme ça qu'on évolue. Donc, un grand merci, Sébastien, d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir partagé tout ça. Nous, on est prêts à te réinviter si ça te chante, et de faire d'autres choses, parce que y a pas mal de sujets, hein, jeux vidéo, TDD, enfin, on peut parler de plein de trucs. On va faire un petit jeu la prochaine fois. Oh oui. Ça serait marrant. Petit chinois, À voir. Ça peut être sympa. Et après, j'avais une question quand même, Sébastien, avant de... Vas-y. À quel moment où tu te dis... Enfin, est-ce que ça t'arrive? Enfin, je sais pas si ça t'arrive, mais à quel moment tu te dis faut tout refaire? Je ne fais pas du refato du code de Legacy, je refais tout. Tu détruis la maison. Tu détruis la maison. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Par manque de courage, hein, parce que c'est beaucoup trop gros. Non, je sais pas répondre à cette question, parce que sur du code qu'on a construit à plusieurs sur des années, la réponse, il n'y a pas de réponse universelle. C'est vraiment très très compliqué comme question. Il y a un article de Joel Spolsky qui date un peu, mais qui est toujours valable, sur une des erreurs les plus fréquentes sur des projets, c'est de tout réécrire. Donc je ne sais pas répondre à ta question, parce que c'est vraiment un truc qui me fait peur, et je me dis, est-ce qu'on peut le faire par petits bouts? Est-ce qu'il n'y a pas un pattern qui me permet de le faire par petits bouts, quitte il y a le risque toujours d'en refaire que la moitié ou que le tiers, et du coup on a un truc un peu hybride, encore pire. Ouais, compliqué. Après, si ta question c'est uniquement sur une seule classe, pareil, je le refais par petits bouts, quoi. Je grignote la falaise, et sur une classe, en fait c'est gérable. Et un élément de réponse aussi, c'est de dire, c'est quoi les classes, les 10 classes qui changent le plus encore aujourd'hui? Si on regarde ton historique Git, quelles sont les 10 classes qui sont encore utilisées le plus, quoi? Et peut-être que ça, déjà, si ça c'est au goût du jour, si ça c'est standard, si ça on est content, c'est déjà pas mal. Plutôt que tout réécrire. Bon, mais il n'y a pas de réponse universelle. Enfin, moi, j'ai pas de réponse universelle à ça. Ça marche, merci pour cette réponse. Cool. Ok, eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette émission, la 5e, si je ne dis pas de bêtises. Merci encore une fois à toi, Sébastien, d'être venu partager tout ceci. Merci à Mathieu, merci à Alexandre, merci à Dorian aussi qui était là. Vous ne l'avez pas vu, mais il est bien là, il est avec nous, Yes, il gère derrière. Merci à Octo encore une fois, de nous permettre de faire ça. Et je vous propose de se revoir dans un mois, parce qu'on essaie un peu de garder ce créneau-là, de faire un petit live une fois par mois à peu près. De quoi on parlera, je ne sais pas. Ça sera la surprise. Mais on se retrouve dans 4 semaines, dans un mois. Et si vous souhaitez aussi voir notre rediffusion, nous allons la mettre sur notre chaîne YouTube Instant Coding. Voilà. Exactement. Merci de le rappeler. Sur ce, bonne soirée à tout le monde, et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut, ciao. Bonne soirée. Ciao.